Bonjour à tous. J'écoutais les questions qui sont venues aux conférences précédentes. Le niveau des questions, c'est un auditoire quand même assez impressionnant qui me donne presque envie d'être devant un juge que d'être devant vous. Mais je vais essayer de mon mieux. Donc, Clara a très bien expliqué les enjeux de politique publique. Et c'est un projet sur lequel on travaille, un projet qui n'est pas encore terminé, mais la réglementation municipale et le jeu libre des enfants. Nous avons trouvé pertinent en premier lieu de faire l'inventaire un peu de tous les règlements qui se retrouvent sur l'île de Montréal et aux alentours concernant le jeu libre des enfants. Je m'adresse aux élus, vous avez quand même des règlements assez intéressants. Je n'ai pas trouvé pertinent aujourd'hui, par contre, de m'attarder sur ces règlements-là, de faire du règlement shaming collectif. Parce que, premièrement, les villes ont habituellement des équipes juridiques. Si les élus décident qu'ils veulent faire un amendement, vous avez vos avocats pour ça. Et deuxièmement, certains des amendements à proposer sont quand même assez simples. On prend l'exemple de Verdun. Je sais que le maire va être là. Il y avait un règlement qui disait que, les enfants n'ont pas le droit de jouer dans la rue. Le conseil a décidé, on va abroger ce règlement-là. Problème résolu, vous n'avez pas nécessairement besoin de mon expertise là-dessus. Ça se fait comme ça. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est un peu démystifier la réalité juridique autour de tout ça, parce qu'on entend souvent « le règlement est là, on ne sait pas quoi faire, on ne veut pas l'appliquer, mais s'il y a une plainte, il faut appliquer. » Ce que je veux partager avec vous, c'est qu'en fait, les villes, les arrondissements, en choisissant d'autoriser le jeu libre dans les rues, ce n'est pas une révolution juridique que vous faites. Ce que vous ferez réellement, c'est de rapprocher le monde de la réglementation municipale à la réalité juridique au Québec. Clara l'a déjà expliqué, nous remarquons qu'il y a deux types de dispositions réglementaires qui sont pertinents parce qu'ils nuisent au jeu libre. Le premier, ce sont les dispositions concernant les nuisances et les niveaux de bruit. Le deuxième, ce sont les dispositions concernant la circulation, l'occupation de la chaussée. Il faut traiter des deux parce qu'on ne peut pas régler ce problème-là à moitié. Donc, premièrement, parlons du bruit. De toute apparence, après un peu de recherche, j'ai conclu que cette interdiction généralisée du bruit dans les règlements municipaux, c'est vraiment une créature municipale. Ça ne découle pas nécessairement de la tradition du droit civil québécois. Dans le droit civil québécois, il y a l'article 976, et je ne vais pas lister des articles l'un après l'autre, ne vous en faites pas, c'est vraiment l'article principal. L'article 976, vous le connaissez peut-être, c'est les troubles de voisinage. C'est ça qui édicte la règle de base. Et je cite, « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance, suivant la nature ou la situation de leur fonds ou suivant les usages locaux. » Donc, c'est ça la règle de base dans le domaine civil. Donc, la jurisprudence en cette matière-là laisse aussi croire que les tribunaux québécois, quand ils doivent répondre à cette question-là, ne considèrent pas vraiment le jeu des enfants comme étant un trouble de voisinage. Je cite quelques décisions. La première de la juge Michel Posé de la Cour du Québec en 2009, qui dit « Le tribunal ne retient pas que les enfants du défendeur soient de nature à entraver la quiétude ou les gens du voisinage. Les enfants, lorsqu'ils sont nombreux, ont tendance à parler fort, à crier. C'est le propre des enfants et le tribunal ne peut retenir leurs gestes comme étant fautifs. » Une autre décision de 2013, c'est le juge Simard de la Cour du Québec, encore une fois, qui examine la question des troubles de voisinage. C'est le contexte d'un voisin qui se plaint parce que l'autre a une piscine et les enfants font du bruit. Le juge explique que même s'il est bien évident qu'on entend des bruits d'enfants qui se jettent bruyamment à l'eau, parce qu'il y a une vidéo, bien sûr, ceci n'est pas un élément suffisant pour constituer une faute de la défenderesse. Et le juge conclut en rappelant à tout le monde de garder à l'esprit c'est quoi l'article 976, c'est quoi un réel trouble de voisinage. Selon les enseignements de la Cour suprême là-dessus, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est le caractère anormal et exorbitant des inconvénients pour arriver à une situation de trouble de voisinage. Bref, quand nous recommandons un cadre réglementaire plus souple et tolérant eu égard du jeu libre des enfants, c'est un rapprochement avec le droit québécois et ce n'est pas un éloignement. On dit souvent que le droit, le système judiciaire est un peu déconnecté de la réalité. Pas nécessairement dans ce cas-là. Si la Ville prend des mesures pour tolérer le bruit des enfants, les tribunaux comprennent déjà cette réalité. Les juges ont déjà été enfants, ont souvent des enfants, comprennent que les enfants font du bruit et ce n'est pas la fin du monde.
Que pouvons-nous faire? Clara a cité l'exemple de Berlin, donc de créer un régime d'exception. C'est quelque chose qui est quand même très possible sur l'île de Montréal et dans les arrondissements. On sait que la réglementation est souvent écrite de manière assez vague, laisse une grande marge de manœuvre aux autorités compétentes, ce qui est bien et mauvais en même temps. Plusieurs arrondissements, je ne donne pas de nom, par exemple, interdisent, je cite, le bruit de clameurs, de chants, d'altercations ou d'imprécations et toute autre forme de tapage. Un autre règlement, qui s'intitule le Règlement sur la paix sociale et l'ordre public, interdit, entre autres, à toute personne de troubler la paix et la tranquillité publique, je cite, en criant, jurant, chantant, insultant ou injuriant les gens, en se battant, organisant ou participant à un attroupement, ça c'est 2, à un spectacle brutal ou dépravé, et de refuser de cesser le trouble lorsque requise de se faire par un agent de la paix. Dans ces deux cas, c'est des termes quand même assez vagues et c'est quand même un amalgame spécial. Et on donne une grande marge de manœuvre aux autorités compétentes, ce qui est bien, mais ce qui est aussi mauvais. On s'entend que généralement, c'est bien d'interdire les spectacles brutaux et dépravés, c'est bien d'interdire le tapage quand c'est fait pour le tapage, et c'est bien aussi pour l'inspecteur ou le policier d'avoir cette marge de manœuvre. Cependant, il y a une réalité derrière ça, c'est que quand quelqu'un pose une plainte... Oh mon Dieu, ça va pas bien. Alors, la réalité derrière ça, c'est que quand quelqu'un prend la peine de déposer une plainte et que le policier arrive là, entre expliquer à un adulte, regarder des enfants font du bruit et aller dire aux enfants, ben, faites moins du bruit, les chances sont assez bonnes que c'est plus facile de parler aux enfants. Alors, pourquoi ne pas créer un régime d'exception? Je ne vais pas entrer là-dedans. Je vais seulement vous dire que dans la ville Saint-Laurent, par exemple, il y a une exception qui dit le bruit des voitures, ce n'est pas considéré comme étant un bruit nuisible. S'il y a un consensus là-dessus, que la circulation n'est pas un bruit nuisible, on peut peut-être en arriver à un consensus que des enfants qui jouent dans la rue, ce n'est pas la fin du monde non plus. Donc, c'est possible à faire. Ça, c'était le premier. Je pense maintenant, ça c'était concernant le bruit. Maintenant, l'occupation de la chaussée. Là-dessus, je dirais non seulement qu'il faudrait modifier ces règlements-là pour enlever l'interdiction totale, mais je vous soumets avec respect que les règlements qui interdisent le jeu dans les rues complètement, il me semble que c'est quasiment illégal. On n'a pas le droit d'avoir ces règlements-là. C'est une question qui sera sans doute débattue devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure un jour. C'est une question qui a été étudiée par la juge Nathalie Akoun dans l'affaire très intéressante de M. Sasson à Dollard-des-Ormeaux, qui a reçu une contravention de 75 $ parce qu'il jouait au hockey dans la rue. Et c'était vraiment le monsieur qui voulait prendre ce dossier-là et l'amener en cours. Il est allé en cours et on a eu une décision superbe de la Cour municipale. La Cour municipale explique qu'il y a deux principes fondamentaux en matière de législation déléguée. Les règlements municipaux, c'est de la législation déléguée. Et ce règlement-là ne peut pas être prohibitif et ne peut pas être discriminatoire. Madame la juge fait l'analyse de l'article 24 du règlement de Dollard-des-Ormeaux qui disait en gros que les enfants ne peuvent pas jouer dans la rue, sauf si c'est une rue de jeu. Et la juge trouve que, en fait, la ville ne peut pas faire ça. C'est trop prohibitif. Elle dit que oui, la ville a l'autorité de déclarer une rue de jeu, mais elle ne l'a jamais faite. Donc, on ne peut pas interdire le jeu carrément. Il y a d'autres moyens d'assurer la sécurité. Et elle cite par exemple l'exemple de Kingston, et je ne vais pas aller là-dedans, peut-être qu'on pourra en parler lors des questions. Ce que la juge a fait, c'est qu'elle a invalidé la contravention, mais parce que c'est une cour municipale, elle ne peut pas invalider le règlement. Donc le règlement est toujours là, mais la juge a un peu déjà lancé la discussion. Elle a déjà dit que, me semble, ce n'est pas entièrement légal ce que vous faites. Donc c'est à vous. Parfait, 1 minute. C'est à vous de continuer ces discussions-là, ou à nous tous. Les rues de jeu, il y a certains arrondissements qui ont ces dispositions-là, qui disent parfois l'arrondissement peut fermer une rue et la déclarer rue de jeu. C'est une solution possible, mais encore une fois, il faut la faire. Et deuxièmement, c'est peut-être pas la surréglementation qu'il faut nécessairement faire non plus. Pour terminer, il y a aussi l'argument du Code de la sécurité routière. Clara m'avait envoyé des articles dans lesquels le maire ou un conseiller disait « Bon, on voudrait bien permettre le jeu, mais puisque l'article 500 du Code de la sécurité routière
a dit qu'on ne peut pas entraver la circulation, on n'a pas le droit d'enlever ces dispositions-là. Avec respect, ce n'est pas vrai. Premièrement, les règlements municipaux, habituellement, sont beaucoup plus restrictifs que le Code de la sécurité routière. Ce que l'article 500 dit, c'est qu'on ne peut pas entraver la circulation, mais des enfants qui jouent dans une rue résidentielle où la vitesse est déjà pas élevée, ce n'est pas vraiment une grande entrave à la circulation. Donc, il y a moyen de négocier avec ça. Ce que je dis, en gros, et pour conclure, c'est que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Merci. On aime ça, des conclusions comme ça. Merci, Maître Vagalian. J'invite maintenant Adèle Antonioli. Bonjour. Alors, je remercie la Coalition Poids de m'avoir conviée aujourd'hui. Je vais vous parler du projet Espace, puis particulièrement du jeu libre et des parcs. On a beaucoup parlé de jeux libres tout à l'heure, ils ont introduit pas mal de notions. Donc le projet Espace, c'est un projet mené par l'Alliance québécoise du loisir public, qui est financé aussi par Québec en forme. Et on travaille depuis 1 an et demi sur ce projet-là. On a fait, à partir de travaux de recherche, à partir d'expériences, on a 8 projets pilotes au Québec qui sont là pour tester un petit peu tout ce qu'on peut leur raconter, voir si c'est faisable sur le terrain. Puis un comité d'experts qui nous suit aussi là-dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on accorde de l'importance à ce projet? C'est parce qu'on veut donner ou redonner à l'enfant des espaces de jeu libres. On sait que le jeu, c'est essentiel pour leur développement optimal. C'est par le jeu qu'ils apprennent à interpréter leur environnement, à interagir avec le monde autour d'eux. C'est le jeu qui les fait bouger. On dit des fois que les enfants ne bougent pas, mais si on leur permet de jouer, ils vont peut-être bouger. Le jeu cultive l'imagination. Il apprend à fonctionner avec les autres et puis favorise évidemment les apprentissages socio-affectifs, moteurs et cognitifs. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de parc? On parle aujourd'hui de bâtir une ville en santé. Mais le parc, c'est la porte d'entrée dans cette ville pour le jeune, pour le tout petit. C'est le premier lieu public que les plus jeunes peuvent fréquenter. Et d'autant plus que c'est l'endroit extérieur qui est l'endroit le plus riche au monde. On le sait bien, c'est l'endroit où on peut développer nos sens. C'est le lieu où on retrouve une diversité d'expériences. Et puis, donc, c'est un lieu d'apprentissage, de mouvement, mais aussi et surtout de rencontres. C'est un lieu social. Aujourd'hui, normalement, ça aurait dû être ma collègue Sylvie Melba qui vous fait la présentation, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Alors, je vais quand même dire une petite phrase à sa place qu'elle nous dit toujours, qu'il faut arrêter de dire que les enfants ne bougent pas, mais qu'un enfant, ça bouge par nature. Comme on le dit, ça crie et ça bouge par nature. On nous l'a bien démontré juste avant. Donc, il faudrait peut-être plutôt se questionner sur qu'est-ce qu'on a fait dans notre société pour empêcher l'enfant de bouger. Et on le fait souvent dès sa naissance avec tout ce qu'on peut nous vendre au rayon périculture. Donc, il y a un gros travail là-dessus à faire. Sylvie vient d'écrire un livre, ah voilà, je l'ai là, qui s'appelle « Bouger, c'est naturel ». Donc, s'il y en a qui sont intéressés par le sujet, je vous invite à le lire, étant donné qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Je lui fais un petit peu... je suis venue avec son livre à la place d'elle. Donc, ça, c'était... Donc, les objectifs du projet Espace, c'est sensibiliser le milieu municipal donc, à toutes ces questions, puis surtout outiller. Donc, actuellement, on travaille sur un cadre de référence, le cadre des parcs et espaces publics de jeux libres. Puis la vision du projet, c'est, comme je le disais, c'est de redonner aux jeunes des espaces de jeux publics. Donc, on est dans un monde de sursécurité, on en parlait avec les ruelles. Le parc est bien sûr un lieu destiné aux jeux libres, donc c'est sûr qu'on sort des ruelles. Normalement, toutes les questions de sécurité devraient être déjà réglées quand on conçoit un parc. On a des enfants qui ont un emploi du temps très, très chargé avec des activités organisées dès le plus jeune âge. On pense toujours à l'occuper, puis on oublie parfois l'essentiel qui est le laisser jouer. On dit souvent que l'activité que l'enfant veut pratiquer et exécute librement lui semble plus profitable que celle qu'on lui impose.
Donc c'est sûr que faire 3 fois la même chose par lui-même versus lui montrer une fois quoi faire, je pense qu'il aura mieux appris au bout des 3 fois qu'il aura essayé tout seul, puis au moment où il aura voulu, au moment où son développement l'aura amené à faire cette action-là. Dans le projet, on insiste aussi sur l'importance de la sécurité. Il existe une norme CSA sur les aires et équipements de jeu qui est parfois un petit peu contestée. On nous dit on ne peut plus rien faire maintenant. La norme, elle est là justement pour permettre le jeu libre. Elle est là pour faire en sorte que tous nos équipements n'offrent aucun danger. Ensuite, ce qu'on veut dans le projet, c'est que des gestionnaires municipaux soient plus proactifs en matière d'évaluation des besoins. On a fait un sondage en début de projet, on demandait à partir de quoi étaient conçus les parcs, puis 14% des répondants, seulement 14% des répondants planifient, ont une phase d'analyse quand ils parlent de parcs. Tout le reste, c'est des décisions politiques ou des plaintes de citoyens. Donc ça, c'est un élément important qui est ressorti. Puis, ce qu'on voudrait aussi au niveau municipal, c'est une complémentarité entre la municipalité, le scolaire, le CPE. Chacun a ses espaces de jeu qui sont financés par nous tous. Et ce serait intéressant de se parler, surtout quand une école est attenante au parc et qu'on retrouve 2 fois les mêmes installations. Ou pareil, au niveau des CPE, on dit souvent que le parc est démuni au niveau des équipements ou lieux pour la petite enfance, mais les CPE ont tout ça et ont des cours aux normes, justement, ils sont obligés, eux, de suivre la norme CSA dont je parlais précédemment. Donc, ce serait intéressant de penser à des ententes d'ouverture des lieux hors d'utilisation. Okay. Et puis, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait une communauté qui reconnaisse l'enfant comme citoyen à part entière et donc qui lui offre cet environnement pour se développer, un environnement accessible. Nos réalisations, donc quand je parlais, on parle de cadres de référence. On a un kiosque derrière, donc vous pourrez venir nous poser des questions dessus si vous le souhaitez. Je veux juste vous faire une parenthèse. Nous, on va parler beaucoup de conception par zone. Souvent, les parcs, quand on parle espace de jeu, on pense souvent aire de jeu, donc équipement d'aire de jeu. Mais le parc, c'est plus que de l'équipement. Le parc, c'est aussi d'autres endroits, c'est aussi des sentiers. Puis, c'est aussi... on parle souvent, nous, de zones d'accueil, de zones de transition, on parle de sable, on parle d'éléments naturels, on parle de places pour faire des jeux symboliques et dramatiques, d'une zone de jeu calme et de rencontre. Et il y a une étude américaine de Natural Learning Initiative qui s'appelle « Réaménager l'espace extérieur comme stratégie de promotion de la santé par l'environnement physique ». Évaluation de la prévention de l'obésité par une intervention de la conception de l'environnement. Puis cette étude, elle est super intéressante. Ils ont analysé le mouvement de l'enfant dans le parc. Le parc a été réaménagé. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que l'élément le plus utilisé, c'est le sentier. C'est le plus utilisé aussi l'élément dans lequel l'enfant est le plus actif. Donc évidemment, quand on parle d'actif, ils ont découpé le mouvement en plusieurs. On parle de mouvement stationnaire, de mouvement avec mouvement des membres, de déplacement lent facile, de déplacement modéré avec une difficulté, puis des déplacements rapides et difficiles. Puis ces sentiers-là, c'est eux qui permettent les plus grands mouvements, les déplacements rapides et difficiles comme courir. Donc c'est vraiment bon, surtout quand on observe les parcs et qu'on voit des fois qu'on oublie les sentiers dans l'espace de jeu pour enfants. Ce qu'ils ont aussi remarqué et qui est intéressant dans notre société d'aujourd'hui, c'est que l'absence du personnel éducatif a été associée à une augmentation de l'activité physique. Donc quand les personnels l'encadrement se recule, l'enfant va être le plus actif. On le sait souvent, quand il y a l'adulte, on regarde l'adulte, on regarde toujours près de l'adulte, on veut être sûr qu'on fasse les choses comme l'adulte le veut. Donc c'est un bel exemple, surtout dans nos parcs, quand on pense à tous les accompagnateurs dans les parcs. Les parents, leur rôle, ce serait peut-être plus se retirer, s'asseoir sur le banc, puis regarder l'enfant jouer. Un dernier élément de l'étude, c'est que la plantation de végétaux comestibles
et le plus grand succès. Donc aujourd'hui, on parle de santé, on parle d'activité physique, mais tout ce qui est alimentation, ça peut être aussi la base. Quand on dit le parc, c'est le premier endroit public que fréquente le jeune, mais c'est là aussi où il pourra avoir des premiers liens avec la nourriture. Je vais finir par ce qu'on a développé. On a développé je vais passer, un schéma de processus de gestion. Peut-être que vous en aurez mal à la tête, je ne sais pas. Mais c'est une invitation à toutes les municipalités à faire le point sur son propre réseau. Donc, quand on parle d'élus, on va dire dans les parcs, il faudrait qu'il y ait une vision des parcs. Qu'est-ce qu'on veut dans notre parc avant de commencer à planifier, à rentrer dans le concret. Qu'est-ce qu'en tant qu'élu on veut? Est-ce qu'on veut tous les parcs soient accessibles? Est-ce qu'on veut un réseau de parcs relié d'un parc à l'autre, relié avec les écoles, avec les lieux publics? Donc tout ça, ce travail-là à faire au niveau de l'équipe municipale, ce serait vraiment intéressant. On a un exemple, la ville de Saint-Bruno qui a écrit une charte sur les droits de l'enfant, fait avec les enfants. Et là, on retrouve tout ce qui est notion accessibilité, sécurité, plaisir. Donc c'est des éléments qui peuvent être rattachés à nos parcs. Donc j'ai fini. Je vous laisse poser vos questions. Merci. Merci beaucoup.